Madame, Monsieur. Revue des troupes au mouvement pour le peuple et le progrès. Le renouvellement des instances dirigeantes est effectif pour la section Kadiogo. L'Assemblée générale a permis également au président par intérim de se prononcer sur les grandes questions d'actualité. Nous l'entendrons dans un instant. Avocate libérale, elle a déjoué tous les sondages et se présente désormais comme la première femme à conquérir la présidence slovaque. Zuzana Čaputová a été investie dans ses fonctions. Novice certes, mais oratrice hors pair, elle a su convaincre. Elle promet se mettre au service des citoyens. Une invitée dans la page entretien de ce journal, nous serons avec la représentante résidente de l'UNICEF au Burkina. Avec le docteur Anne Vincent, nous parlerons de la journée de l'enfant africain. Une fois de plus, bonjour et merci de nous suivre. Une assemblée générale aux allures d'un meeting avec en toile de fond le renouvellement des instances dirigeantes de la section Kadiogo. Le parti politique Mouvement du Peuple pour le Progrès a présenté et installé officiellement les nouveaux bureaux ce samedi à Ouagadougou. Le président par intérim du parti a à l'occasion livré la lecture de son parti sur les grandes questions d'actualité du moment. Les détails dans ce reportage de Amadou Ilboudo et Sanouha Christine Koulibaly. C'est une assemblée générale pour présenter et installer officiellement les membres des organes dirigeants du MPP section Kadiogo. Pour le président par intérim du parti au pouvoir, les querelles de positionnement devront désormais faire place au combat. Nous avons voulu nous rendre compte de l'effectivité de la mise en place donc, de ces structures. C'est pourquoi nous avons convoqué cette rencontre pour montrer à la population, à nos militants, les camarades qui ont été choisis pour diriger les structures du parti aux différents niveaux et les déclarer aptes à combattre. Combat pour le rayonnement du parti majoritaire. Militants et responsables des secteurs structurés sont là ce soir pour recevoir leur lettre de mission. Et leur donner des informations et les positions du parti sur les questions qui sont en débat sur la scène politique nationale. Et leur demander de se préparer en tout pour répondre aux graves accusations qui est souvent faites sans que nous ne puissions dire quelque chose. Désormais, nous allons être proactifs sur toute la ligne. La grève du Sincha, la construction de l'hôpital de référence de Bobo Dioulasso et la présumée importation frauduleuse de l'or sont les questions d'actualité sur lesquelles Simon Compaoré a donné la position du MPP. Étudier la culture en jeu approche horizon critique. C'est un thème qui a servi de fil conducteur au colloque international en hommage au professeur Salaka Sanou. Chercheurs et panélistes, à l'issue de 3 jours de travaux, sont parvenus à la formulation de plusieurs recommandations. L'on notera dès à présent l'élaboration prochaine d'un lexique comme référence théorique et sémantique au service des enseignants, chercheurs Nongba Kouda et Nathalie Savadou. Le colloque international hommage au professeur Salaka Sanou est à son terme. Durant 3 jours, conférenciers et enseignants-chercheurs venus de divers pays d'Afrique se sont penchés sur l'étude de la culture, ses enjeux et ses approches à travers de multiples communications et de panels. Nous considérons que c'est un colloque initiateur d'une démarche nouvelle qui vise à faire en sorte que les recherches universitaires en matière de culture, des rapports culture et création artistique ou littéraire soient en phase avec les enjeux de développement. C'est un enjeu important. Et les chercheurs, enseignants-chercheurs autour de cela, nous avons un objectif précis, c'est de pérenniser cette démarche. Dire que je suis satisfait, c'est peu dire. Parce que ce qui s'est passé ici, vous savez, un colloque, on l'organise, on lance un appel, les gens viennent, mais ils viennent avec des idées, ils viennent avec des réflexions, ils viennent avec quelque chose qui va justement donner du contenu à ce cadre qu'on leur offre. Et les conclusions dans ce sens sont excellentes. Il y a eu plusieurs propositions. Vous savez, nous avons voulu que le colloque se termine sur une note qui nous permette d'arrimer
ce que nous disons ici à l'université aux préoccupations sociales. Donc, je veux dire, je suis très très content de la participation des uns et des autres. Les échanges ont abouti à la formulation de plusieurs recommandations, au nombre desquelles la mise en place d'un groupe de réflexion pour poursuivre les études culturelles en Afrique et l'élaboration d'un lexique qui permettra aux enseignants-chercheurs de disposer de références théoriques et sémantiques à même de favoriser la compréhension des différents concepts. Eux excellent dans la poésie et emboîteront sans doute les pas de Jacques Prosper Bazier, poète, dramaturge et romancier. Un hommage lui est rendu par l'organisation d'un prix international de poésie. La première édition a marqué le couronnement de Parfait Maré, lauréat du premier prix. Le reportage avec justement le plus poétique de nos journalistes, Abdoul Rasmane Zongo, et c'est sur les images de Souleymane Sanou. Ici à l'image, Parfait, comme son nom l'indique, a été parfait, voire le plus parfait des 19 appelés, sinon nominés, et devient donc le résolu gagnant, vainqueur de la première édition du prix international de poésie Jacques Prosper Bazier. Il reçoit une attestation de participation, un recueil de poèmes et une enveloppe financière. Je suis jeune écrivain et j'ai des manuscrits et ce prix vient me rendre plus confiant et me donner beaucoup de courage. L'initiative est du Centre international de recherche et de créations artistiques, en abrégé CIRC-Art. C'était permettre justement aux jeunes auteurs d'avoir un cadre d'expression, les permettre aussi de côtoyer des professionnels de la littérature. Ce concours national à vocation internationale a aussi pour objet de ressusciter de bons souvenirs, de rendre hommage à l'un des illustres dévanciers burkinabés dans le domaine de l'écriture en général et de la poésie en particulier, Jacques Prosper Bazier, dont certains textes poétiques ont été convoqués pour le bonheur de l'Auguste Assemblée. Le parrain apprécie et le président du jury, lui, revient sur les différents critères du concours. Le niveau, comme on peut le dire ainsi, est bon, même si ça reste à être parfait, ça va être amélioré par la suite. Le premier critère, c'est la thématique. Le deuxième critère, c'est le champ rhétorique. Et puis enfin, le troisième critère, c'est l'originalité. La poésie est une discipline de profondeur de l'âme. Pour qu'elle puisse occuper la place qui lui revient, il lui fallait un cadre. Et l'initiative de la création de ce prix-là vient répondre à ce besoin. Mis à part le premier, le deuxième et le troisième ont été également primés et l'ensemble des 19 jeunes poètes, candidats finalistes, donc retenus à l'issue de la phase de la présélection, ont individuellement reçu une attestation de participation, un recueil de poèmes, encouragement et félicitations. Et comme annoncé en titre, nous recevons le docteur Anne Vincent dans la page entretien de ce journal. Bonjour docteur. Bonjour. Alors avec vous, il est question de la journée de l'enfant africain et pour cette édition, le thème retenu c'est l'action humanitaire, les droits de l'enfant d'abord. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire ce qui justifie le choix de ce thème? Alors, bon, d'abord, parlons de ce qu'est le 16 juin. Le 16 juin, donc, journée de l'enfant africain, a été établi en 1991 par l'Union africaine. C'était une façon de demander au gouvernement de toute l'Afrique de s'engager fortement sur la problématique des droits de l'enfant. Vous n'êtes pas sans savoir que malheureusement, dans le monde entier, et particulièrement en Afrique, la problématique des droits de l'enfant est quelque chose de très important. Donc ce 16 juin a été établi. Et pourquoi le 16 juin? Parce que le 16 juin 1976, en Afrique du Sud, à Soweto, des centaines d'enfants et d'adolescents ont été tués par les forces armées sud-africaines dans le contexte de l'apartheid, parce que ces enfants noirs de Soweto réclamaient la promotion et la protection de leurs droits, et particulièrement le droit à une éducation de qualité.
Et c'est plus qu'un symbole aujourd'hui pour nous, ce 16 juin à Soweto, puisque l'on sait que malheureusement, dans beaucoup de pays du monde, y compris au Burkina Faso, l'éducation est sous attaque. L'éducation est souvent victime des conflits, que ce soit des bombardements, que ce soit des conflits à titre, disons, idéologique, etc. Et donc, c'est plus qu'un symbole, je pense, aujourd'hui, ce que les enfants, ce sacrifice des enfants de Soweto. Alors, il est d'autant plus important, il est important de temps en temps de rappeler aux grands de ce monde qu'ils se sont engagés. Ils se sont engagés en ratifiant ce qu'on appelle la Convention des droits de l'enfant. La Convention des droits de l'enfant a été ratifiée par pratiquement tous les pays du monde, sauf un, que je ne nommerai pas. Et elle a été ratifiée en particulier par le Burkina Faso, qui était un des tout premiers pays à ratifier cette convention. Et cette convention, donc, statue tous les droits qu'ont les enfants, et les pays, en ratifiant cette convention, se sont donc engagés à la promotion et au respect de ces droits. Parlant justement du thème qui a été retenu pour cette édition, alors est-ce que c'est parce que vous avez constaté sur le terrain que la protection de ces droits n'était pas effective? Vous savez, quand on regarde l'Afrique d'aujourd'hui, malheureusement, force est de voir que tout ne va pas bien. Loin de là, il y a beaucoup de crises de par le monde. Donc parler de l'action humanitaire un 16 juin, c'est tout à fait justifié, puisque si l'on regarde l'Afrique d'aujourd'hui, 50% des réfugiés sont des enfants, environ 3 millions sont des personnes déplacées, et près d'un tiers des migrants, dont on a énormément parlé ces derniers temps, sont également des enfants. Donc toutes les crises que nous subissons dans le monde et dans l'Afrique d'aujourd'hui, qu'elles soient des crises économiques, des crises sécuritaires, affectent les enfants. On peut même dire que les enfants sont les victimes principales de ces crises, parce que très souvent les services sociaux souffrent beaucoup de ces crises, ils ne sont plus en place, ils ne sont plus fonctionnels. On parle bien sûr des services de santé, des services d'assainissement, de distribution d'eau, etc. Et bien sûr de l'éducation dont j'ai déjà parlé. Et donc les enfants sont les premières victimes de tous les conflits, mais aussi les premières victimes des catastrophes naturelles, etc. etc. Et la réponse, c'est l'action humanitaire. Alors vous interpellez également les dirigeants, mais est-ce que, pour ce qui concerne le cas spécifique de l'Afrique, est-ce que vous avez l'impression qu'effectivement ces dirigeants-là et ces gouvernements ont les moyens de rendre effective la protection de ces droits des enfants dans ces situations de crise humanitaire? Il faut être juste et reconnaître que beaucoup de pays africains ont fait de grands progrès par rapport à la protection de l'enfant. Et tous les pays africains ont ratifié la Convention, donc se sont engagés vis-à-vis des droits de l'enfant. Et si l'on regarde le droit à la santé, on voit que la mortalité des enfants de moins de 5 ans baisse dans les pays. On voit qu'il y a une petite baisse, bien que très faible, de la mortalité des femmes en âge de procréer, au moment particulièrement de l'accouchement. L'accès à l'eau s'est amélioré, l'accès à l'éducation s'est amélioré. On peut dire par exemple qu'au Burkina Faso, depuis 3 ans, on a réussi à atteindre la parité, c'est-à-dire le même nombre de filles et de garçons au niveau des écoles, dans le primaire et le post-primaire. On attend bien sûr le secondaire avec impatience. Donc de gros progrès sont faits et oui, les droits des enfants sont considérés, mais malheureusement très souvent on voit qu'on fait quelques pas en avant. J'ai oublié de dire que beaucoup de lois aussi sont en place maintenant pour le respect des droits de l'enfant. Mais malheureusement, tout ce qui se passe en ce moment en Afrique, toutes ces crises humanitaires, qu'elles soient des crises complexes ou qu'elles soient des catastrophes naturelles, toutes ces crises font reculer les résultats que nous avons obtenus pendant ces 20 à 30 dernières années. Et c'est un petit peu ça que l'on veut dire aujourd'hui. Dans le 11 novembre de cette année, le 20 novembre de cette année, la Convention des droits de l'enfant aura 30 ans. C'est un anniversaire extrêmement important et je crois que c'est le moment pour tous les pays, Afrique mais aussi ailleurs, de se demander quels sont les progrès et de voir comment peut-être se réengager officiellement, dire
nous nous réengageons 30 ans plus tard à faire en sorte que les enfants vivent dans un monde meilleur, que les enfants aient leurs droits et tous les droits, que ce soit l'identité, la santé, etc., que leurs droits soient respectés de façon à ce que nous évoluions vers un monde meilleur. C'est de ces enfants que nous attendons un monde meilleur. Donc, il faut les protéger. Alors, pour le cas d'un pays comme le Burkina, qui est dans une situation sécuritaire délicate, alors qu'est-ce que l'UNICEF offre comme accompagnement à nos différents dirigeants pour justement la préservation et la protection des droits de ces enfants et de leur bien-être? Bon, l'UNICEF est une organisation des Nations Unies, du système des Nations Unies. Donc, comme vous l'avez bien dit, c'est un accompagnement du gouvernement que nous offrons. Ce n'est pas comme une organisation non gouvernementale. Mais, cependant, bien sûr, nous travaillons beaucoup avec les organisations non gouvernementales. Ce que nous apportons, c'est un accompagnement, donc, pour tout ce qui est le développement de tout ce qui concerne bien sûr l'enfant, donc plus d'écoles, une éducation de meilleure qualité, une école qui est mieux acceptée, mieux adaptée aux enfants, plus de services de santé avec par exemple une très bonne couverture vaccinale, des programmes contre la malnutrition, des programmes d'accès à l'eau et à l'assainissement, des programmes bien sûr de protection de l'enfant. Donc nous offrons tout ça et nous travaillons donc d'un côté avec le gouvernement pour que les lois soient en place, les décrets soient en place, pour qu'il y ait vraiment le nécessaire, le cadre légal pour que des progrès soient faits dans tous les domaines qui concernent l'enfant. Mais bien sûr, nous travaillons aussi avec des partenaires ONG essentiellement, et aussi n'oublions pas les communautés et les familles qui sont des partenaires extrêmement importants pour qu'ils comprennent l'importance des droits de l'enfant et qu'ils comprennent qu'il faut tous ensemble se battre pour que ces droits soient respectés de façon à ce que nous évoluions vers un monde meilleur. J'ai envie de finir sur cette phrase de Mandela qui disait « L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde ». Et l'éducation, ce sont les enfants. Donc donnons leurs droits à nos enfants et je pense que nous pourrons changer le monde. Merci, docteur Anne Vincent, d'être venue sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes la représentante résidente de l'UNICEF au Burkina et qu'avec vous, il a été question de la journée de l'enfant africain. Vous restez avec nous pour la suite de cette édition. Ils sont aussi chercheurs, innovateurs et inventeurs, mais tous de la région du centre-est. Ils se sont réunis à Tinkodogo pour présenter le résultat de leur travail. C'est à la faveur des deuxièmes journées de valorisation des technologies et inventions, ainsi que des innovations. Il s'agit surtout de permettre aux inventeurs de la région, qui va bientôt accueillir les festivités du 11 décembre, de se faire connaître et de les accompagner dans le perfectionnement de leurs trouvailles. Kounsoun Koulibaly et Zalissa Sanfo. Mahamoudou Yoda présente ici sa trouvaille, son invention, une machine pour semer et labourer du même coup. Je vois que dans le champ, il faut les femmes, les vieilles, les enfants, sous le soleil. Bon, et puis c'est pénible, quoi, c'est pénible, quoi. Mais avec cet appareil-là, toi seul, tu peux travailler dans le champ sans aide. Je n'ai rien. C'est sous un hangar ou sous les arbres selon. Inventeur dans l'âme, Mahamoud dit avoir plus d'un tour dans son sac. Et tout comme lui, ils sont nombreux les inventeurs, des innovateurs du centre-Est à présenter ici leur savoir-faire. Nous sommes à la deuxième journée de valorisation des innovations technologiques. L'objectif aussi de ces journées, c'est de connaître les chercheurs au niveau de la région, les inventeurs et les innovateurs, mais surtout de faire connaître les potentialités de la région. Ici, le choix a été porté sur Tinkodogo. Selon les organisateurs, c'est pour être en phase avec le 11 décembre. Des panels, des débats et des formations seront initiés en marge de ces expositions pour permettre aux inventeurs d'être plus professionnels et de mieux faire connaître leur invention.
Elle se veut une réponse à la mise en exergue des potentialités de la région des Cascades. Il s'agit de la foire industrielle, commerciale et artisanale des Cascades en abrégé FICA. Elle a été lancée ce 15 juin et devrait permettre à la région de non seulement booster son économie, mais aussi d'être plus compétitive. La cérémonie de lancement avec nos correspondants sur place, Moussa Tamboura et Ismaël Saturnin Paris. Les produits locaux nés de la transformation industrielle et artisanale de la région des Cascades, exposés ici au public de la région. Nous sommes à la FICA, la foire industrielle, commerciale et artisanale des Cascades. Cette foire vise à faire valoir les potentialités économiques de la région et se veut aussi un cadre d'échange et d'épanouissement des acteurs du monde privé dans cette partie du Burkina Faso. La commune de Bamfara a été très honorée pour accueillir en tout cas la première fois au niveau régional. Il y a beaucoup d'initiatives et il y a beaucoup de mains de produits locaux qui sont transformés sur place par des Burkinabés et je m'en souhaite que ça soit consommé par des Burkinabés pour que l'économie puisse décoller dans la région des Cascades. Pour les autorités, la FICA vient confirmer l'importance du secteur privé dans l'économie de la région des Cascades, d'où la nécessité de développer des initiatives locales de ce genre. Ça partit des efforts internes. C'est à partir de la transformation interne, c'est à partir de la consommation interne que nous pouvons avoir ce qu'on appelle le développement local. La région de Cascades étant une région majeure, très importante, il était de notre devoir de faire cette initiative-là pour que les acteurs privés de la région ne soient pas laissés pour compte. Nous pouvons nous réjouir de la présence effective de bon nombre d'industriels. Nous pouvons aussi voir les transformatrices de manioc, de sésame qui sont là. Et nous voyons aussi au niveau du secteur de l'agriculture, de l'élevage, voilà, des promoteurs qui sont là. Ça montre réellement leur adhésion à cette initiative. La FICA 2019 va s'étendre sur 9 jours. Les populations de la cité du paysan noir et d'ailleurs sont invitées à y faire un tour pour découvrir la panoplie de produits exposés à l'occasion. Les débuts sont timides pour la campagne agricole dans le Naouri. Les pluies se font encore attendre et les quantités d'eau recueillies jusque-là sont faibles. Néanmoins, dans les champs, plusieurs actions sont envisagées avec des semis par endroits. Pour les encadreurs agricoles, la situation est loin d'être préoccupante. Constat sur le terrain avec Jean Zongo et Maxime Zongo. Au Naouri, dans la région du centre-sud, tout comme dans la plupart des localités du pays, ce mois de juin est consacré aux semis. Cette année, le moins qu'on puisse dire, c'est que les pluies s'annoncent timidement. À la date du 13 juin, les opérations observées dans les champs au niveau du Naouri donc sont assez disparates. Des défrichages par endroits, des semis dans les zones de bas-fond, des labours pour certains. L'année passée, on a commencé à semer le 28 mai. On a commencé à semer. Mais cette fois-ci, la pluie nous a mis en retard. Donc on attend la pluie. Si la pluie vient seulement, on va commencer à semer. Car cela ne tienne, les producteurs de la province du Naouri, sous la supervision des encadreurs, sont de plein pied dans les champs. Il faut faire vite et bien pour ne pas se laisser surprendre. L'année passée, on a semé très tôt. Et puis cette année, comme les pluies sont rares, on n'a pas pu semer très vite comme ça. Pas de panique, rassure l'encadrement technique. La situation est assez normale dans l'ensemble comparée aux années précédentes. Quand on regarde comparativement aux années passées, les périodes de production culturelle, les périodes de semis, de sarclage et autres ne sont pas encore dépassés, sinon même pour certains ne sont pas encore arrivés au niveau de la province. Quand on regarde déjà les conditions climatiques qui prévalent au niveau de la province, nous voyons que les quantités d'eau enregistrées ont permis d'entamer les travaux de labour pour la plupart des sites. Donc on peut dire aujourd'hui qu'on n'est pas encore en retard par rapport à la campagne agricole 2019-2020 dans la province du Naouri. Pour minimiser ce léger retard, les producteurs ont été invités à appliquer les conseils, notamment en utilisant les semences appropriées.
Pour les céréales, dans notre milieu ici, jusqu'au 15 juillet, c'est encore permis de continuer à faire les semis des céréales. Pour les oléagineux, notamment le sésame, le niébé et le soja, bon, jusqu'à début août, pour certains, on peut continuer à faire les semis. Pour la disponibilité en intrants, le mécanisme est en marche, rassure le directeur provincial de l'agriculture, et les bénéficiaires disposent déjà de leur stock en bonne date. Le Naouri, c'est 55 000 hectares de céréales et autres cultures de rente qui sont emblavés. Pour une production attendue de 70 000 tonnes cette campagne. Sortir le Burkina de la crise sécuritaire actuelle passe par l'implication de tous, et pour un rassemblement des forces sociales, plusieurs personnalités qui impactent dans leur milieu sont sollicitées. Elles sont une centaine et sont signataires d'un appel dit de Manega institué par un comité. Les activités du dit comité ont été officialisées par une cérémonie de lancement hier dans le plateau central. Les détails avec Issa Kafando et Aruna Mari. Il n'a pas pu finir son discours ce samedi dans la matinée à cause d'un malaise. Maître Passé Tetenga fait partie de ces 100 signataires de l'appel de Manega, une initiative citoyenne qui vise à promouvoir la paix, la concorde, le vivre ensemble entre les hommes, les peuples, leurs religions et les croyances. L'appel de Manega mobilise des personnes de ressources de tous bords. Cette cérémonie-là est le départ d'une initiative qu'on a eue qui rentre en ligne de compte de la recherche, de la sauvegarde de l'unité nationale et du vivre ensemble au Burkina qui sont menacés par la crise sécuritaire que vous connaissez, notamment une pointe dans la dégradation de la question identitaire, la question religieuse, la question ethnique. Il faut reconnaître d'abord que ça ne va pas. Ensuite, une fois qu'on a reconnu que ça ne va pas, pour les cas déjà avérés, il faut que justice soit faite. Il faut qu'on aille jusqu'au bout, qu'on identifie les coupables et que force reste à la loi pour que cela serve d'exemple aux autres, afin que cela n'encourage pas d'autres personnes. Parce que lorsqu'il n'y a pas une réparation, lorsque le travail n'est pas fait comme il se doit au niveau de la justice, chacun estime maintenant qu'il est légitime pour lui-même se venger. Pour le comité, le Burkina Faso s'est toujours construit autour de la laïcité, une pierre angulaire du pacte républicain. Ce cri de ralliement invite donc chaque Burkinabé à s'investir plus pour sauvegarder ce pacte afin que règne toujours la concorde nationale. Le comité de la paix de Manega prévoit une remise de certificats aux autorités et aux partenaires dans les tout prochains jours. Hors de chez nous, la Slovaquie connaît sa première femme présidente à 45 ans. Zuzana Čaputová, avocate libérale, s'engage dans la défense des droits des minorités et à une plus grande justice sociale pour tous. Elle est la première femme dans l'histoire de la Slovaquie à accéder à la fonction suprême. Zuzana Čaputová, 45 ans, a prêté serment ce samedi à Bratislava. Lors d'une cérémonie très sobre, la présidente élue, novice en politique, a appelé le peuple slovaque au rassemblement. En vertu de la Constitution, je m'engage à servir la nation slovaque, les minorités et les groupes ethniques qui vivent dans notre République slovaque. L'avocate libérale et écologiste, activiste anti-corruption, s'est engagée à lutter pour une justice plus efficace et indépendante en Slovaquie. Elle est aussi favorable à l'avortement et à des droits élargis pour les couples homosexuels. Et c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et excellente reprise à toutes et à tous.